L'histoire d'Akai a des rebondissements inattendus. Une entreprise de technologie audiovisuelle qui sait ce que c'est que toucher le ciel et tomber dans l'oubli, reste jusqu'à la fin pour découvrir un récit de gloire, de chute et de trahison auquel tu ne t'attends pas. L'histoire de cette marque, qui fut très populaire en son temps, commence au Japon à la fin des années 20. En 1929, l'ingénieur Masukichi Akai fonde à Tokyo une petite entreprise appelée Akai Electric. Au début, elle fabrique des pièces bon marché pour radios et autres appareils électriques. Le nom de famille Akai devient la marque familiale. Avec les années, beaucoup l'associent à du matériel audio de bonne qualité, mais les bouleversements historiques ne lui permettent pas de grandir comme il faudrait. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l'entreprise doit cesser de fabriquer des produits pour la maison et ses installations sont utilisées à des fins militaires. Ce n'est qu'après la guerre, à la fin des années 40, que l'entreprise peut reprendre sa route. Dans ce Japon détruit, les gens ont besoin d'électroménagers et le gouvernement pousse les industries à se concentrer sur les produits pour le foyer. C'est ainsi qu'au début des années 50 sortent sur le marché les premiers appareils portant la marque Akai, avec une mention spéciale pour les magnétophones à bande. Akai mise fort sur le son et ne tarde pas à exporter ses produits au-delà des frontières du Japon. La marque se fait un nom grâce à sa fiabilité et à ses bonnes performances. Dès les années 60, Akai est reconnu pour ses magnétophones à bande qui offrent une qualité audio constante et une durabilité qui se distingue de la concurrence. Une partie de ce succès tient à une technologie maison, des têtes particulièrement résistantes, capables de maintenir un son net pendant des années sans s'user. Ce détail technique, discret pour beaucoup, fait d'Akai une marque de confiance aux yeux des experts et des passionnés. Des modèles comme les magnétophones GX630D et GX747, avec des fonctions avancées comme le rembobinage automatique, deviennent des pièces très prisées de ceux qui recherchent un son analogique de haute fidélité. Ils n'offrent pas seulement d'excellentes performances, ils résistent aussi au temps sans perdre en qualité. Beaucoup d'utilisateurs les ont gardés des décennies. Ces machines ne sont pas que du matériel audio, ce sont des symboles d'une époque où la technologie japonaise fixait la norme en matière de qualité. Avec le temps, Akai ne se contente pas des magnétophones et élargit son catalogue. La marque se met à fabriquer des platines cassettes, des radios, des amplificateurs, des enceintes et d'autres éléments pour la chaîne Hi-Fi domestique. Chaque nouveau lancement garde ce mélange de bon design, de durabilité et d'excellent son qui est déjà sa signature. Dans les années 70 et surtout au début des années 80, l'entreprise vit sa meilleure période. Elle sort produit après produit, tous bien accueillis et en phase avec les attentes du marché. À ce moment-là, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Par exemple, ces platines cassettes haut de gamme comme la GXF95 sont connues pour leur son limpide et leur design séduisant. Ces amplificateurs stéréo se démarquent aussi comme le modèle AM93, offrant puissance et bonne qualité audio. Au début des années 80, la marque n'est plus seulement forte en Asie, mais aussi en Europe. Elle ouvre un bureau en France, marquant son entrée sur le continent. De plus, en 1980, Akai est le fournisseur officiel d'équipements vidéo aux Jeux Olympiques de Moscou, preuve de son prestige international. Au milieu de cette décennie, la marque fait partie des premières à développer des magnétoscopes pour le grand public. L'un de ces modèles, l'Akai VS2, passe à l'histoire pour avoir été le premier à afficher les réglages directement à l'écran du téléviseur. Avant, pour voir l'état de l'appareil ou la longueur de bande restante, il fallait regarder la machine. Cette innovation a beaucoup facilité les choses et est devenue, avec le temps, une fonction standard dans l'industrie. À la fin des années 80, Akai propose déjà une gamme presque complète de produits pour la maison. Magnétoscope, platine cassette, amplificateur. C'est son âge d'or. Beaucoup de ces appareils sont aujourd'hui considérés comme des classiques. La marque devient si connue qu'elle sponsorise même des événements sportifs au-delà des Jeux Olympiques. Cependant, l'entreprise doit relever de nouveaux défis, même si son cœur de métier est l'électronique domestique. Au début des années 80, elle décide de tenter sa chance sur un terrain complètement différent, le son professionnel.
Un pari risqué, mais ambitieux. En 1984, elle lance une nouvelle division appelée Akai Professional, dédiée aux instruments de musique et aux équipements pour studios d'enregistrement. Son premier produit est l'Akai MG 1212, un enregistreur de studio portable utilisant une cassette spéciale et capable d'enregistrer jusqu'à 12 pistes audio simultanément. À l'époque, offrir une telle capacité dans un format compact relevait presque de l'impensable. Musiciens et techniciens de studio y voient un outil révolutionnaire car il propose des possibilités d'enregistrement jusque-là réservées aux grands studios professionnels. Quelques années plus tard, en 1986, Akai surprend à nouveau avec le lancement de ses premiers sampleurs numériques. Le premier est le modèle S912 qui permet d'enregistrer des fragments de son et de les rejouer avec une grande fidélité. Puis en 1988 arrive le S1000, une version plus avancée qui fait passer la qualité et les capacités d'édition à un autre niveau. Ces appareils ouvrent un nouveau monde de possibilités créatives. Pour la première fois, de nombreux musiciens et producteurs peuvent manipuler les sons à leur guise sans avoir besoin d'un matériel coûteux. Et cela change les règles du jeu. Rapidement, ces sampleurs deviennent des outils de base dans les studios du monde entier. Ils sont faciles à utiliser, fiables et offrent, pour l'époque, un son impressionnant. Akai se gagne un nouveau public totalement différent de celui de ses téléviseurs et radios, mais tout aussi passionné. Mais le grand moment arrive en 1988, quand Akai s'associe au célèbre ingénieur Roger Lynn, créateur de l'une des premières boîtes à rythme programmables. Ensemble, ils lancent le légendaire Akai MPC 60. C'est un mélange de boîte à rythme et de sampler avec une interface qui donne envie de jouer, de grands pads sensibles que l'on peut frapper du bout des doigts pour enregistrer des rythmes, des mélodies ou n'importe quel son à transformer. Le MPC 60 n'est pas seulement puissant, il est aussi intuitif, ce qui en fait un outil idéal pour la création musicale. Très vite, il devient une icône, surtout chez les producteurs de hip-hop, qui l'adoptent comme instrument principal. Avec un MPC, on peut construire un beat de zéro, le mixer, le manipuler et créer quelque chose d'absolument unique. Le tout sur une seule machine. C'est le début d'une révolution musicale qui change à jamais la manière de produire des morceaux. Grâce à cela, Akai Professional reçoit des prix pour son innovation et gagne le respect de l'industrie musicale. À la fin des années 90, cette division professionnelle fonctionne presque de façon indépendante. Quand l'entreprise principale commence à avoir des difficultés, Akai Professional se sépare officiellement en 1999. Et lorsque la société d'origine fait faillite entre 2004 et 2005, Akai Professional est racheté par un entrepreneur américain nommé Jack O'Donnell, qui l'intègre à son groupe d'entreprises musicales. Aujourd'hui, Akai Professional est une entité à part avec d'autres propriétaires. Elle continue de fabriquer de nouveaux modèles de MPC, des claviers MIDI, des batteries électroniques et plus encore maintenant vivante, l'histoire de la marque dans le monde de la musique. Revenons maintenant à l'entreprise d'origine. Après de longues années de succès et de reconnaissance mondiale, les premières fissures apparaissent au début des années 90. Le marché de l'électronique avance à toute vitesse et devient de plus en plus concurrentiel. Il ne suffit plus d'avoir été une référence, il faut désormais innover sans cesse et s'adapter aux temps nouveaux. Les grandes marques japonaises comme Sony et Panasonic continuent de croître avec force et de nouvelles entreprises de Corée du Sud commencent à se distinguer avec des produits modernes à des prix très compétitifs. De son côté, Akai connaît des difficultés internes. Mauvaise décision, manque de cap clair et gestion qui montrent des signes d'essoufflement. En 1991, elle prend une décision qui surprend beaucoup de monde, cesser de fabriquer plusieurs de ses produits audio les plus avancés, ceux qui lui avaient valu prestige et renommée. Elle abandonne peu à peu le segment de la haute fidélité, celui où elle avait été leader. Un signal inquiétant et il ne passe pas inaperçu. Les amateurs de beaux sons se tournent vers d'autres marques, tandis qu'Akai semble s'éloigner de ce qu'elle sait faire de mieux. Ce qui était autrefois un symbole de qualité commence désormais à susciter le doute. L'identité de la marque, liée pendant des décennies au bon audio, se brouille.
La situation empire encore avec la crise financière qui frappe l'Asie en 1997 et 1998. Les économies de pays comme le Japon sont gravement touchées et de nombreuses entreprises entrent en crise. Akai ne fait pas exception. Les ventes baissent, l'argent manque et on commence à couper partout. Pour tenter de survivre, l'entreprise opte pour des produits plus abordables. Des radios et des platines cassettes simples, des téléviseurs basiques, des magnétoscopes qui ne se distinguent beaucoup plus par leur qualité. Beaucoup de ces appareils n'ont rien à voir avec l'excellence technique des modèles précédents. Ils sont plus accessibles, oui, mais aussi bien plus simples et moins durables. Et cette décision lui coûte cher. Le prestige construit pendant des décennies s'effrite. Ce n'est plus cette marque japonaise au son incroyable. Ce n'est plus qu'une option de plus sur le rayon. Dans le même temps, les propriétaires changent. Au milieu des années 90, une société d'investissement appelée Semitech Global, liée à l'entrepreneur James Ting et basée à Hong Kong, prend le contrôle d'Akai. Un changement important non seulement par le nouveau propriétaire, mais parce que le siège est transféré à Hong Kong et toute la structure réorganisée sous un nouveau nom, Akai Holdings. En apparence, c'est une nouvelle étape prometteuse. Les chiffres impressionnent. Environ 100 000 employés dans le monde et un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars hongkongais par an, soit plus de 5 milliards de dollars américains. À l'intérieur de l'entreprise, la réalité est tout autre. Les décisions se prennent sans stratégie claire, le contrôle financier est douteux et le désordre est général. Tout explose en 2000 quand Akai Holdings se déclare en faillite, laissant derrière elle une montagne de dettes. Ce qui semblait une entreprise solide s'avère être un château de cartes. En enquêtant, les autorités découvrent que James Ting et plusieurs hauts responsables ont commis des fraudes. Ils ont détourné des centaines de millions et manipulé les comptes. Un énorme scandale. Ting finit arrêté et les partenaires impliqués doivent payer des sommes colossales pour couvrir une partie des dégâts. C'est l'un des plus grands scandales financiers d'Asie à cette époque et le coup final pour une marque déjà sur la pente descendante. Au début des années 2000, il ne reste presque plus rien de l'Akai qui avait conquis le monde. Seulement des dettes, des procédures judiciaires et un nom qui avait autrefois signifié qualité. En 2004, l'entreprise est officiellement fermée. La fin d'Akai en tant que fabricant est actée. Mais curieusement, son histoire ne s'arrête pas là. Même si l'entreprise disparaît, la marque, d'une certaine manière, parvient à survivre. Grand Holdings, une société basée à Hong Kong, rachète les droits de la marque et choisit une voie très différente. Il ne s'agit plus de fabriquer quoi que ce soit, mais de louer le nom à d'autres entreprises. Plus tard, Grand Holdings change de nom pour devenir Nimble Holdings, mais la stratégie reste la même. Aujourd'hui, n'importe quel fabricant peut produire un téléviseur, une radio ou même un mixeur et y apposer le logo Akai, à condition de payer la licence correspondante. En d'autres termes, Akai cesse d'être une entreprise pour devenir une marque en location. C'est pourquoi aujourd'hui, sous le nom Akai, on vend toutes sortes de produits, mais sans identité commune ni ligne de qualité uniforme. Ils sont fabriqués par différentes entreprises dans diverses régions du monde, la plupart dans des usines chinoises ou assemblés localement selon le pays. La qualité et le design peuvent varier fortement et, dans bien des cas, ils n'ont absolument rien à voir avec la technologie japonaise qui a rendu le nom Akai célèbre il y a des décennies. Par exemple, au Royaume-Uni ou en Australie, on vend des téléviseurs Akai de milieu de gamme dans les grandes enseignes, beaucoup avec des fonctions modernes comme la connexion à Internet et des plateformes de divertissement intégrées. Dans plusieurs pays européens, on trouve aussi fréquemment des enceintes portables, des lecteurs vidéo, des radios ou des produits similaires. Ce sont des produits accessibles, pensés pour l'usage quotidien, mais pas forcément haut de gamme. La gestion globale de la marque est entre les mains de Nimble Holdings, qui répartit les droits par région. Une entreprise peut utiliser le nom en Asie, une autre différente en Europe de l'Est, et ainsi de suite, selon les zones du monde. Malgré tout, le nom Akai conserve une valeur particulière. Pour beaucoup de personnes, surtout celles qui ont grandi dans les années 70 et 80, il évoque encore des souvenirs de qualité, d'innovation et de beaux moments. Cette nostalgie, associée à la reconnaissance de la marque, continue de fonctionner comme outil marketing. Cependant, tout n'a pas suivi ce chemin.
Akai Professional, la division dédiée aux musiciens et producteurs, a réussi à rester en dehors de cette stratégie. Et surtout, elle est restée fidèle à son essence d'origine. En résumé, l'histoire d'Akai reflète l'ascension, la chute et la transformation d'une marque. Née comme une entreprise familiale, devenue leader du son dans les années 80, tombée à cause d'erreurs financières et de fraude, disparue comme société, mais dont le nom est toujours vivant. Aujourd'hui, Akai existe comme marque à deux voies séparées, l'une sous licence, avec des produits très variés, et l'autre professionnelle qui conserve l'essence de ce qui fut jadis une légende du son. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et de me dire en commentaire quel autre sujet tu aimerais voir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.